Il faut vraiment s'imaginer ce que ça représente de construire une économie moderne quand 87,5% de la population n'existe tout simplement pas légalement. Ouais, c'est un chiffre qui, en fait, donne le vertige. Totalement. Et nous sommes en avril 2026, donc faut se rappeler qu'en 2008, c'était ça la réalité. Un Indien sur 8 seulement possédait une identité vérifiable. Bref, la vaste majorité du pays le plus peuplé de la planète était juste invisible. Invisible pour les banques, pour la justice, pour l'administration. Sauf qu'aujourd'hui, le numérique a tout balayé. Et ce n'est plus juste, tu sais, une petite couche de services pratiques qui vient se poser sur la vraie vie. C'est devenu l'infrastructure même de l'État. Absolument. Et cette infrastructure, elle redéfinit totalement la notion de pouvoir. Parce que la souveraineté numérique, ce n'est pas qu'un concept abstrait dans le cloud, c'est une réalité physique très lourde. Avec des fermes de serveurs, des kilomètres de câbles. Des millions de caméras, des câbles sous-marins, oui. Celui qui contrôle ces infrastructures et ces bases de données, en fait, il contrôle la réalité de ses citoyens. Et c'est exactement pour cela que notre décryptage d'aujourd'hui est crucial. On se plonge dans une enquête magistrale qui vient juste d'être publiée ce mois-ci par Block News. Une enquête qui s'intitule L'État tout numérique, enquête sur la souveraineté. C'est ça. Et la mission de notre analyse en profondeur aujourd'hui, c'est d'explorer 3 laboratoires étatiques radicalement différents. L'Estonie, la Chine et l'Inde. Avec un objectif très clair, répondre à une question qui finit par impacter absolument tout le monde. À qui appartient notre identité numérique? Bon, décortiquons un peu tout ça. Commençons par ce fameux défi titanesque de l'identification en Inde. Comment on fait pour passer de 87% d'invisibles à toute une nation numérisée? Eh bien, par une entreprise logistique sans précédent. Un programme appelé Aadhaar. En sanskrit, ce mot signifie fondement ou base. Et c'est pas peu dire. Non, c'est clair. Lancé en 2009, ce programme a atteint aujourd'hui, en 2026, la barre des 1,4 milliard de personnes inscrites. C'est fou. Et attention, ce n'est pas un simple registre avec des noms et des adresses. C'est le plus vaste système biométrique de l'histoire humaine. L'État a collecté les empreintes des 10 doigts et un scan de l'iris pour chaque individu. Mais techniquement, comment on déploie un truc pareil à l'échelle d'un sous-continent? Surtout qu'il a fallu aller dans des zones rurales, parfois sans aucune électricité stable. Le défi était immense. Ils ont carrément créé une armée d'opérateurs. Des agents équipés de scanners portables, des espèces de valises biométriques qui allaient de village en village. Un travail de fourmi, quoi. Totalement. L'idée derrière Aadhaar, c'était de donner un numéro unique à 12 chiffres à chaque résident. Un numéro lié de manière indélébile à sa biologie. Impossible de tricher ou d'avoir 2 identités. Du coup, c'est un peu comme la construction d'un immeuble gigantesque pour 1,4 milliard de locataires. On ne peut pas commencer à installer l'électricité, la plomberie ou les services. Sans savoir où sont les murs et qui habite dans quelle pièce. Exactement. Aadhaar, c'est la dalle de béton de cet immeuble. Et une fois que cette fondation a été posée, l'Inde a pu construire les étages supérieurs. La révolution financière qui a suivi est juste frappante. Oui, avec le système UPI, l'Unified Payments Interface. C'est une infrastructure publique qui permet des transferts d'argent instantanés via mobile. Et ça repose entièrement sur cette identité certifiée. C'est ça. Et pour te donner une idée de l'échelle, en 2024, ce système a géré 172 milliards de transactions. 172 milliards, c'est énorme. Ça représente près de la moitié, 49% pour être plus précise, des transactions numériques mondiales en temps réel. La moitié du trafic mondial se passe en Inde. Résultat, 80% des Indiens sont désormais bancarisés, contre à peine 30% en 2011. Et pour l'État, l'impact est aussi massif sur les finances publiques. Les transferts d'aide sociale vont directement sur le compte bancaire lié à l'empreinte digitale. Ce qui coupe court à pas mal de corruption locale. Voilà, fini les intermédiaires qui gardent une commission au passage. Les chiffres de l'enquête parlent de 33 milliards de dollars d'économies pour l'État. Ouais. Mais attention, l'infrastructure crée aussi ses propres failles. L'enquête de Block News met en évidence une fracture numérique assez sévère, parce qu'Aadhaar est devenu obligatoire pour accéder à des tas de programmes d'aide sociale. Et c'est là que la biométrie montre ses limites physiques, en fait. Prends l'exemple d'un travailleur agricole. Ces empreintes digitales peuvent être complètement effacées par des décennies de travail manuel. Le scanner ne le reconnaît tout simplement pas. Et s'il n'est pas reconnu par la machine, il ne reçoit pas ses rations alimentaires. Donc ce système, qui était pensé pour inclure tout le monde, se transforme en un mur infranchissable pour les plus vulnérables. Sans compter que la technologie elle-même a ses ratés.
L'investigation souligne qu'en 2025, des réseaux criminels ont utilisé de faux portails gouvernementaux Pour faire quoi? pour modifier des données biométriques et détourner des fonds. Donc ce n'est pas infaillible. Et puis, il y a le paradoxe politique de ce modèle. L'Inde se présente comme le champion de l'inclusion numérique, mais dans les faits, le gouvernement utilise souvent cette infrastructure pour censurer. Ah oui, l'enquête mentionne qu'Internet a été coupé de manière ciblée plus de 80 fois depuis 2018 lors de manifestations. On connecte la population le matin pour faire tourner l'économie. Et on déconnecte la région de l'après-midi pour étouffer une contestation sociale. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure juridique qui encadre tout cela. En 2023, l'Inde a passé une loi, le DPDP Act, sur la protection des données. Et sur le papier, c'est censé être un bouclier pour les citoyens, non? Sur le papier, oui, mais en lisant de près, le texte intègre des clauses d'exception massives pour l'État. Attends, quelle clause exactement? Comment on peut exempter l'État dans une loi sur la protection des données? C'est toujours le même principe, la sécurité nationale. La loi permet au gouvernement central de demander n'importe quelle donnée à une entreprise ou d'accepter ses propres agences de toute transparence. Et ça, sans aucune supervision d'un juge. Donc l'architecture technique est brillante, mais le cadre légal, c'est un peu un miroir sans teint. L'État voit tout, mais le citoyen ne voit rien. C'est un résumé parfait. Ce qui nous amène à une transition idéologique assez brutale. Parce que si l'Inde illustre ce qui se passe quand on construit une infrastructure pour inclure les citoyens, que se passe-t-il lorsque cette architecture est pensée, dès le tout premier jour, pour la surveillance? Eh bien, direction la Chine. Voilà. Et là-bas, l'approche repose sur un double système assez fascinant. C'est ça, le grand public connaît surtout la face visible vers l'extérieur, le fameux Great Firewall, le grand pare-feu qui bloque Google, Facebook et les médias étrangers depuis 2009. Mais la véritable prouesse, selon l'enquête, elle est interne. C'est le projet Golden Shield, le bouclier doré, lancé en 2003. Et depuis 2024, ce bouclier est passé à la vitesse supérieure avec le machine learning, l'apprentissage automatique, pour traquer les VPN. Mais attends, un VPN, par définition, c'est censé chiffrer le trafic. Si l'algorithme ne peut pas lire le contenu de message, comment il fait pour savoir que c'est un VPN et le bloquer? C'est la magie, si on peut dire, du Deep Packet Inspection, l'analyse des paquets en profondeur. Le système chinois ne cherche même plus à déchiffrer le contenu de l'enveloppe. Ah, il s'en fiche du contenu. Complètement. L'intelligence artificielle analyse le comportement de l'enveloppe, sa taille, son poids, la fréquence d'envoi. Si un flux de données a le comportement typique d'une connexion VPN qui essaye de sortir du pays, bam, l'algorithme coupe la connexion instantanément. C'est redoutable. Et cette supervision s'étend au secteur privé de manière très agressive. Les géants de la tech là-bas, comme WeChat ou Baidu, ils opèrent sous une règle de responsabilisation pénale. Ouais, l'État délègue la censure en fait. Il rend les dirigeants d'entreprises pénalement responsables du moindre contenu subversif posté par leurs utilisateurs. C'est une sous-traitance de la répression. Pour faire une analogie, c'est comme si l'Internet chinois était un gigantesque centre commercial ultra-moderne et luxueux. Où on trouve tout, on peut payer, jouer, discuter. Oui, mais chaque boutique, chaque rayon de ce centre commercial appartient au même propriétaire. Et il te filme en permanence. Et surtout, les gérants de ces boutiques sont terrifiés à l'idée d'aller en prison. Exactement. Si le propriétaire entend une critique du gouvernement dans une boutique, il ne punit pas juste le client, il ferme le magasin et arrête le gérant. Donc résultat, les entreprises s'autocensurent avec des armées de modérateurs avant même que l'État n'intervienne. Et physiquement, ça s'incarne par le projet Sharp Eyes, lancé en 2015 sous Xi Jinping. On parle d'un réseau estimé entre 600 millions et 2 milliards de caméras de surveillance avec reconnaissance faciale. Ce qui nous amène au fameux système de crédit social. Il y a énormément de fantasmes là-dessus, mais l'investigation remet les choses au clair. Oui, ce n'est pas, comme on le croit souvent, un énorme ordinateur central qui donne une note de 1 à 100 à chaque Chinois. En 2026, la réalité est plus fragmentée. L'enquête montre que c'est une mosaïque d'environ 70 projets pilotes. Mais cette fragmentation ne rend pas le truc moins punitif. Les conséquences sont très réelles. On parle de plus de 23 millions de trajets aériens ou ferroviaires qui ont été bloqués pour des personnes soi-disant mal notées. Ton comportement social dicte ta liberté de mouvement physique. Mais si on relie cela à la situation globale, le plus inquiétant, c'est l'exportation de ce modèle. La fameuse cybersouveraineté. Voilà, l'idée qu'un État doit contrôler absolument son espace numérique.
Plus de 80 pays ont acheté ces infrastructures de surveillance à des firmes chinoises comme Huawei ou ZTE. Et l'enquête cite une excellente analyse du média Eurozine à ce sujet. Oui, qui dit qu'au fond, l'objectif de Pékin n'est pas d'éradiquer la moindre petite critique isolée d'un citoyen au fond de sa cuisine. Non, le but est purement structurel. C'est d'empêcher, par cette omniscience, toute capacité d'action collective. Si trop de personnes tentent de s'organiser en ligne pour contester, le système coupe leur communication et les empêche de prendre un train pour se réunir. L'État superviseur tue la contestation dans l'œuf. Alors, après avoir vu l'État fondation en Inde et l'État contrôle en Chine, on peut légitimement se demander s'il est techniquement possible de créer un système ultra numérisé qui ne sacrifie pas la liberté individuelle. Et pour ça, direction la mer Baltique, l'Estonie. L'État décentralisé au service du citoyen. Pour bien comprendre le cas estonien, il faut remonter à 1991. Le pays sort de 50 ans d'occupation soviétique, ils ont un territoire assez grand, mais seulement 1,3 million d'habitants, et les caisses sont vides. Donc, construire une mairie, un guichet des impôts et un hôpital dans chaque petit village, c'était financièrement impossible. Exactement. Alors ils ont fait un pari, le bond du tigre. Dès l'an 2000, ils ont même fait de l'accès à Internet un droit fondamental. Ce qui est très en avance. Et le cœur de cette architecture, c'est la plateforme X-Road. C'est là qu'il faut tordre le cou à une idée reçue. Beaucoup de gens s'imaginent que le gouvernement estonien a un immense disque dur central avec toutes les données de la population. Alors que c'est tout l'inverse. X-Road, ce n'est pas une base de données centrale, c'est un système nerveux. Concrètement, comment ça marche si ce n'est pas centralisé? La donnée reste toujours à son point d'origine. Les dossiers médicaux sont chez le médecin. Les données fiscales restent au fisc. X-Road, c'est juste l'autoroute ultra sécurisée qui permet à ces différentes bases de communiquer entre elles, mais uniquement quand c'est strictement autorisé. Et le résultat est assez bluffant. L'enquête rappelle que 99% des démarches administratives se font en ligne. Faire ses impôts prend 3 minutes, créer une entreprise en prend 20. Et le garde-fou de tout ça, c'est la notion d'audit. L'architecture est pensée by design pour protéger le citoyen. C'est-à-dire que si je suis estonien, je peux me connecter et voir exactement qui a consulté mon dossier. Si un policier regarde mon adresse à 14h12 sans raison valable, je le vois. Je peux signaler et il risque sa place. Le pouvoir de surveillance est totalement inversé, oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette numérisation extrême a permis à l'Estonie de créer un truc digne d'un film de science-fiction. L'ambassade numérique. Ah oui, en 2017. L'Estonie sait très bien qu'elle est physiquement vulnérable face à la Russie, donc le gouvernement a pris une décision folle, sauvegarder l'État tout entier. Sur des serveurs au Luxembourg. Voilà. Et ces serveurs bénéficient de l'immunité diplomatique. C'est littéralement un gouvernement en exil. Si le pays venait à être envahi physiquement, l'État pourrait redémarrer et fonctionner administrativement en quelques heures depuis le Luxembourg. Les citoyens pourraient continuer à payer leurs impôts ou prouver qu'ils sont, même avec des chars dans les rues de Tallinn. C'est brillant. Mais bon, il faut quand même tempérer ce modèle parfait. Bien sûr, il y a des limites. Déjà, la taille. 1,3 million d'habitants, c'est l'agglomération de Lyon. Est-ce qu'on peut transposer cette architecture basée sur la confiance à un pays de 68 millions d'habitants comme la France? Les experts doutent. L'échelle change la dynamique sociale. Et puis, cette hyper-dépendance crée une faille colossale. En 2024, l'agence estonienne a recensé plus de 6500 cyberattaques massives. Si les serveurs tombent, l'État n'existe plus. Oui, le modèle estonien repose sur une chose très fragile, la confiance institutionnelle. Et même là-bas, ça s'effrite. Les sondages montrent que 46% des Estoniens commencent à s'inquiéter pour leurs données avec l'essor de l'intelligence artificielle. Ce qui nous donne un bon panorama mondial. L'État infrastructure en Inde, l'État superviseur en Chine et l'État-service en Estonie. Mais au milieu de ce grand jeu géopolitique, l'Europe, elle, se situe où? Eh bien, l'Europe, elle a choisi le terrain de la régulation. C'est le premier régulateur mondial. Avec le RGPD, évidemment. Mais aussi le DSA, le Digital Services Act, et surtout l'EALI Act de 2024, qui interdit carrément des pratiques comme la notation sociale chinoise sur le sol européen. L'Europe impose ses standards, mais l'enquête pointe un paradoxe accablant. L'Union européenne ne pèse que 4% de la capacité mondiale de calcul pour l'IA. Et 85% des modèles de base viennent des États-Unis.
Sans parler des câbles sous-marins, dont 70% appartiennent à des firmes américaines. En gros, c'est comme si l'Europe était un arbitre de foot très strict. Elle rédige les meilleures règles du monde, elle donne des cartons. Mais elle doit louer le stade, le ballon et même ses crampons aux deux équipes qui jouent le match. C'est exactement ça. Elle régule un espace qu'elle ne possède pas physiquement. Et cela soulève une question cruciale, d'ailleurs très bien posée par l'Institut Montaigne. Est-ce que la régulation a le moindre sens sans la possession des infrastructures? Et ce n'est pas qu'une théorie. En 2025, on a eu l'incident révélateur avec Karim Khan. Le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, Oui, suite à des pressions géopolitiques, son compte Microsoft a tout simplement été suspendu. ses emails, son cloud, tout a été paralysé. Une institution internationale souveraine s'est retrouvée bloquée parce que son infrastructure dépendait d'une entreprise privée étrangère. La souveraineté s'est arrêtée aux conditions d'utilisation de Microsoft. Heureusement, il y a des réactions. L'enquête note que le Danemark et des villes comme Copenhague ont commencé une grosse migration vers des logiciels open source en 2025 pour sortir de cette dépendance. Mais ça prendra des années, voire des décennies. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume ce décryptage de l'enquête de Block News, le constat est clair. Le modèle du futur reste à inventer. Il faudrait une sorte de modèle idéal qui combinerait l'efficacité décentralisée estonienne, la puissance d'inclusion de l'Inde et le bouclier juridique européen. Tout en évitant à tout prix le contrôle de la Chine, évidemment. Mais dans chaque laboratoire qu'on a observé, la vraie question est toujours celle de l'intention. Le système a-t-il été conçu pour servir la population ou pour la surveiller ou non? Et c'est un sujet qui dépasse la simple géopolitique lointaine. Ces architectures, elles définissent dès aujourd'hui ce que l'on peut dire, comment l'on peut payer, et si l'on existe ou non aux yeux de l'administration. C'est très concret. Et pour terminer, en repensant à cette fameuse ambassade numérique estonienne, il y a une réflexion inédite qui a émergé. Ouais, on s'est posé la question du climat, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on voit la sauvegarde numérique de l'État comme une défense contre un voisin militaire agressif. Mais avec le changement climatique qui menace d'engloutir des territoires entiers, de redessiner les frontières terrestres, Des îles pourraient littéralement disparaître de la carte. absolument. Alors, l'ultime territoire souverain d'une nation de demain ne sera-t-il pas, en fin de compte, purement constitué de serveurs dissimulés sous une montagne à l'autre bout du monde? Un pays pourrait-il continuer de survivre sans aucune terre, uniquement grâce à son empreinte numérique? C'est une réflexion qu'on laisse en suspens pour nourrir la curiosité de ceux qui nous écoutent.